Elle est là, responsable de la marque employeur chez Cofidis. À ses côtés, Romain Pupier, vous êtes responsable de la culture managériale et de l'accompagnement au changement au sein de... Alors, vous avez une direction culture interne et managériale, la métropole européenne Oui. de Lille. Et puis, bienvenue à Gaëlle Roudot, consultante et facilitatrice graphique, Fabienne Ravassar, fondatrice de Berla. Vous êtes conseil en stratégie d'implication et dynamique collective et vous avez commise toutes les deux un bouquin, et c'est pour ça qu'elles sont là. Le titre, c'est « Impliquer vraiment les salariés » avec une série de pistes d'action, il y en a 20, pour renouer la relation entreprise et collaborateurs. Alexandra, Romain, essayez de nous qualifier en une minute votre approche du rôle du management au sein de l'expérience collaborateur de votre entreprise. Qui commence ? Romain. Je vais commencer. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis responsable de la culture managériale au sein de la métropole européenne de Lille. Et à la métropole européenne de Lille, depuis bientôt 8 ans, on a fait le choix que le manager est la colonne vertébrale de l'administration et la colonne vertébrale de l'activité et la colonne vertébrale du service public qu'on cherche à rendre tous les jours aux citoyens de la métropole. Combien de managers, combien de collaborateurs ? Alors la métropole, c'est un peu plus de 2800 agents et on a 480 managers. Donc nous, on reconnaît tous les statuts managériaux, dès le manager proximité, le chef d'équipe de voirie. Et ça veut dire qu'on a un agent sur 6 qui est manager à la métropole. Donc on a des managers qui encadrent majoritairement des petites équipes. Alors, vous nous dites, nous faisons depuis 4-5 ans du manager la colonne vertébrale de l'expérience employeur. Donnez-nous une preuve tout de suite, là. Ça, c'est une déclaration. Exactement, c'est vrai que c'est incantatoire dit comme ça. Alors nous, le choix qu'on a fait, c'est de se donner les moyens. Donc ça, c'est une politique générale à la MEL, où on choisit de privilégier, d'internaliser les compétences, plutôt que de passer par des prestataires. Donc déjà, il y a mon équipe, l'équipe que je représente, notre direction, où on a décidé d'internaliser la fonction de conseil en management. Ouais, c'est l'agence interne. Là, c'est ça, voilà. Donc on a enlevé ce qu'on n'aimait pas avec les cabinets de conseil, on a essayé de le faire à notre sauce, on l'a fait avec nos managers. Et donc nous, par exemple, donc on est une ressource pour tous les managers de la MEL, à la demande, qu'on considère comme nos clients, et clients que nous devons accompagner et satisfaire, qui viennent nous voir avec leurs problématiques. On va identifier avec eux leurs besoins, on va construire avec eux comment on atteint l'objectif qu'on s'est fixé ensemble, animer, faire les livrables, l'accompagner en ayant toujours à cœur de le responsabiliser. Parce qu'on ne se substitue pas à nos managers, on est un petit peu d'huile dans les rouages qui porte très bien lui-même. Parmi nos invités, il y a beaucoup de représentants d'organisations publiques, de collectivités. Est-ce que la gouvernance bicéphale élue et collaborateurs, vous avez un directeur général des services, je suppose, amène à des spécificités dans l'expérience collaborateur et dans le management de l'expérience collaborateur? Alors déjà, la spécificité, elle vient de notre statut de fonction publique, c'est-à-dire qu'un agent qui rejoint la métropole ou toute collectivité, il le rejoint pour 45 ans. Donc voilà, il faut penser le talon. C'est-à-dire que c'est encore des instances où beaucoup de gens font carrière, font l'ensemble de leur carrière. Donc nous, on a un enjeu de la rétention de talent, évidemment, mais on a aussi un enjeu d'évolution de carrière. Cet agent, comment il va pouvoir évoluer, comment il va pouvoir passer un prochain poste, parce que souvent, notre spécificité dans la fonction publique, c'est que les agents ne changent pas d'entreprise, de collectivité, ils changent de métier, ils changent de domaine d'activité. Et la personne Vous avez un indicateur sur les rotations de métiers sur une carrière ? Turnover, alors là en tête, je n'aurais pas le chiffre exact. J'avoue que c'est assez variable, ça dépend des milieux techniques, filière générale, etc. Moi, j'avais vu un chiffre général dans les administrations de 2,7 métiers sur une carrière. Oui. Et ça peut varier drastiquement, et effectivement. Bien sûr. Et un des premiers acteurs, cet accompagnement de carrière, c'est son manager. Qui va l'accompagner dans ses tâches du quotidien, qui va l'accompagner dans l'évolution des compétences, des nouveaux projets, parce qu'on doit aussi s'actualiser avec
les réformes, les D'accord. nouveaux besoins sociétaux. Et donc le manager, c'est aussi le premier impulseur. Même question à Alexandra Dubek. Comment vous embarquez les managers et leur rôle donc, dans l'expérience collaborateur? Qualifiez-nous ça. Après, je reviendrai dans le détail sur vos méthodos, vos parcours, vos pratiques. Allez-y. En préambule, je voudrais juste excuser Caroline Ozanski, qui est Ah, ma elle va nous directrice manquer. expérience collaborateur et qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. D'ailleurs, vous n'avez pas de DRH chez vous? Non, je suis responsable marque employeur, moi. Oui, non, mais il n'y a pas... Non, il n'y a pas de DRH y a chez pas de Cofidis. DRH. Il n'y a plus de DRH. Alors, il y a un autre nom, c'est quoi La direction de l'expérience collaborateur. Voilà. Ça, c'est le sommet de l'organisation RH. Tout à fait. C'est D'accord. l'envie volontariste de positionner cette expérience au Comme point cœur. d'entrée. Exactement. D'accord. Alors, allez-y. Donc, le rôle du manager. Nous, le rôle du manager, il est en transformation, comme dans bon nombre d'entreprises. En transformation, parce que Cofidis est en transformation. Et qu'on a fait le choix d'une gouvernance par les parcours clients il y a quelques années. Et c'est donc calqué aujourd'hui sur la RH d'avoir des parcours de vie, des parcours collaborateurs, des parcours managers. Et donc ce manager, il est, on parlait d'un rôle pivot tout à l'heure, il est à la fois effectivement le relais de la stratégie, le garant du déploiement dans ses équipes, et en même temps le soutien, la porte d'entrée pour ses collaborateurs d'un accès vers le top management, d'un accès vers les fonctions support, etc. Donc ce rôle pivot, il est aujourd'hui essentiel et on le travaille vraiment de manière communautaire chez Cofidis. Il y a 190 managers, aussi tout confondu, du comité de direction aux managers de proximité. Et on a des vraies valeurs de considération d'humains qui sont historiques chez nous. Et donc on le travaille en co-construction avec eux, pour eux, grâce à eux. Et on le veut collectif et communautaire. Même chose, une preuve de co-construction dans les chantiers que vous avez actuellement, là. Alors, une vraie preuve, on y reviendra peut-être plus en détail tout à l'heure, mais on a défini chez nous le manifeste du manager presque parfait. Le presque est aussi important dans le titre. Ce manifeste, c'est la preuve que les managers ont travaillé en séminaire, qu'ils ont tous coécrit. Il y a tous une petite part d'eux dans ce manifeste et qui est garant de ce socle managérial, de cette culture commune, avec des mots forts et une ambition qui est co-portée par les 190 managers. Et Alexandra nous a ramené une vidéo bien foutue qui explique la méthode de ce manifeste du presque parfait manager. Très bien. Alors, on vient, et vous aussi, vous avez une vidéo parce que, vous l'expliquerez, votre approche, c'est par l'utilité des métiers dans votre organisation. Et elles sont multiples, bien évidemment. Alors, mesdames, toute une série de questions pour revenir sur des infos importantes qu'on a entendues des keynotes précédentes. Premier sujet, pour Gaëlle, il y a une crise des vocations du management. Hier, moi j'ai une équipe, je manage 148 personnes dans mes sociétés. J'ai une équipe où il y a une carence de managers. J'ai eu 2 entretiens. Les mecs, ils m'ont dit non, qu'est-ce que je vais m'emmerder pour 400 balles de plus, quoi. Il y a une crise des vocations. Pourquoi cet amenuisement du désir de manager dans l'entreprise? Il faut qu'on le comprenne, ça, pour ensuite voir comment le manager peut s'embarquer dans l'expérience collaborateur. Gaëlle. Bonjour, merci. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites tout à l'heure très brillamment par Patrick, notamment, dont on a écouté avec beaucoup d'attention la keynote. Donc, je vais aller très vite. Mais effectivement, ce désamour du management, il date pas d'hier. Je pense que si je vous posais la question dans la salle en 2023, vous qui êtes là aujourd'hui, levez la main, ceux qui ont encore envie d'être manager. Ah, il y a quelques mains. Est-ce qu'on a un panel représentatif? Alors non, bien sûr, c'était provocateur. C'est les premiers de la classe. Oui, c'est ça, sans doute, mais c'est surtout, voilà, ils sont avant tout RH, donc certainement que le sujet du management, ça fait partie aussi de leur conviction première. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce désamour, il ne date pas d'hier. Déjà, en 2018, il y a une étude qui nous annonçait qu'un manager sur 2 n'avait pas décidé d'être manager, que plus de 60% des salariés ne voulaient pas devenir manager. Évidemment, je ne vous refais pas l'histoire, la crise sanitaire passée par là, etc. Les aspirations individuelles ont changé. Voilà. Et puis,
L'autre chose aussi peut-être, et tout ça, ça a été déjà dit tout à l'heure, donc je vais aller assez vite, on l'a vu, le monde VUCA, le monde complexe, les incertitudes, etc., l'hyper-digitalisation, l'hyper-réglementation, l'hyper-monde concurrentiel et incertain dans lequel on est, fait que nos organisations, elles essayent de se débrouiller de tout ça, elles essayent de se transformer profondément, mais qu'est-ce qu'elles font pour faire tout ça? Eh bien, elles produisent des process, des procédures, des nouveaux indicateurs de pilotage, des nouvelles règles, etc., etc. Et tout ça, ça vient creuser l'écart entre deux choses que les sociologues des organisations appellent le travail réel, d'une part. Donc ça, c'est celui que font vos collaborateurs sur le terrain, en fonction de vos métiers. Ça peut être dans des magasins, dans des usines, sur des chantiers, etc. Et puis, d'un autre côté, le travail prescrit. Et le travail prescrit, c'est quoi? C'est celui que les fonctions support veulent que l'on fasse sur le terrain. Mais vous voyez bien qu'entre les deux, l'écart se creuse, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Et qui se trouve entre les deux, entre le réel et le prescrit? C'est les managers. Les managers à qui on demande de faire plus avec moins, de faire de la bienveillance et de l'autonomie, mais avec toujours plus de reporting, d'être durable, soutenable, mais avec moins de moyens, etc., etc. Et puis, d'un autre côté, ils ont la réalité de leurs équipes, les exigences des clients, les contraintes, etc. Et on voit bien que cette espèce d'équation, elle est de plus en plus difficile à résoudre. Et finalement, ils sont aussi eux-mêmes victimes ou mauvais perdants de l'expérience collaborateur. Qui se soucie de l'expérience des managers dans ce contexte-là? Et ce monde de polycrise dans lequel on est entré va durer longtemps. Et donc, pas simple de réconcilier, de jouer ce rôle que vous avez expliqué pour le manager, de réduire le fossé. Alors, quelles sont les premières réponses que l'on peut apporter à cette situation pour redonner envie de management dans l'entreprise, Fabienne? Alors, il y a beaucoup de choses aussi qui ont déjà été présentées en termes de pistes. Nous, on partage beaucoup la vision de Patrick qui vient de parler devant vous, et notamment avec un premier constat qu'on fait quand on arrive dans les entreprises, c'est qu'on parle de managers. Et on a un programme pour les managers, voilà. Mais en fait, c'est qui? De qui on parle? C'est-à-dire, tout à l'heure, on avait des exemples de qui sont les gens du terrain, Moussa ou Valérie, Corinne, qui sont sur le terrain, mais et leurs managers. Qu'est-ce qu'il y a de semblable, qu'est-ce qu'il y a de similaire entre un manager de fonction support qui travaille au siège, qui a un ordinateur portable, qui a le moyen de s'organiser comme il le veut, qui voit son équipe régulièrement, qui croise de temps en temps le directeur général dans les couloirs ou des collègues d'autres structures. Et puis, le manager de proximité qui est finalement, lui, dans le sous-marin avec son équipe le plus souvent. Et une des premières choses que nous, on incite à faire quand on intervient sur des programmes managériaux, notamment de communication managériale, parce que c'est notre ADN, à Gaël et moi, eh bien, c'est de commencer par élaborer une vision de ce qu'on appelle tout simplement en marketing client le persona, c'est-à-dire de décrire ensemble vraiment qui est Jules et qui est Agathe. Agathe, elle est manager proximité sur un plateau d'assistance, par exemple. Voilà. Et puis Jules, il est manager de fonction support au siège. Ces deux managers, dans leur relation à l'entreprise, dans leur besoin d'être en relation avec leurs équipes, d'être en relation avec l'entreprise, il n'y a pas grand-chose de commun. Et même, il y a beaucoup plus de commun entre, pour reprendre l'exemple d'une société d'assistance sur laquelle on intervient en ce moment, il y a plus de chances que le manager de proximité qui gère les plateaux, qui gère de l'activité, qui gère du flux d'appels téléphoniques pour pouvoir vous dépanner si vous avez une appendicite à l'autre bout du monde vite, eh bien, ce manager-là, il a plus de commun avec son chargé d'assistance, en réalité, dans sa relation et dans son besoin, qu'avec le manager du siège. Et donc, commencer par construire un programme de communication managériale pour ces personnes-là, c'est identifier et reconnaître ces différences-là de relation à l'entreprise pour proposer un programme qui sera un tout petit peu plus complexe, un tout petit peu moins évident depuis le siège, un tout petit peu moins pensé depuis là-haut, mais construit et co-construit bien sûr, avec ce manager-là de terrain, pour que
ils se sentent vraiment reconnus, vraiment impliqués dans le programme managérial qu'on lui propose. Voilà, donc c'est vraiment un truc très concret là, voilà, à faire. Et vous, vos 500, 1000 ou 80 managers de votre entité, c'est une communauté ou pas? Et c'est quoi les différentes communautés qui peuvent se trouver à l'intérieur de cette communauté de managers, et comment est-ce que vous pourriez finalement vous mettre à voir leur travail réel à eux aussi, et pas seulement celui de leurs collaborateurs? Donc Gaël, il n'y a pas de grand soir de la transformation managériale. Alors vous plaidez l'effectuation. Et expliquez-nous ce que ça veut dire. C'est la logique de petits pas, quoi, hein. Avancer, mesurer. Expliquez-nous ça. Oui, en fait, on croit, alors avant de vous dire... Attendez, on va attendre 10 secondes là, que la page de pub. Donc, page de publicité. On se retrouve dans moins de 3 minutes. Vous êtes toujours sur Fréquence Human Day. C'est terminé. C'est reparti. On n'a pas beaucoup vendu de pub aujourd'hui. Pour répondre à cette question, en fait, une de nos convictions, c'est que finalement aujourd'hui, et Patrick Storel a évoqué tout à l'heure, il y a quelque chose autour du pouvoir d'agir. Dans ce monde qui est tellement complexe et incertain, on est en face, on se sent parfois impuissant. Or, redonner des marges de liberté, redonner de l'initiative aussi, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, c'est ce qui va aussi redonner aux managers à la fois un sentiment d'être acteurs et non pas simple exécutant des procédures et de ce qu'on leur demande de faire à leurs équipes, et un sentiment d'utilité. Donc nous, on croit beaucoup par rapport à ça, à ce qu'on appelle l'innovation participative. L'innovation participative, c'est une démarche. Alors, quand on parle d'innovation, on pense start-up, on pense aller chercher les clients, les partenaires, les fournisseurs, les universitaires pour solliciter des nouvelles idées, mais pas forcément. On peut aussi, évidemment, s'appuyer sur une manne de gens intelligents qu'on a dans les entreprises, qui sont les collaborateurs et les managers, et qui sont pétris de bonnes intentions, pétris d'envie de bien faire leur travail, comme nous le disait Patrick tout à l'heure, et qui peuvent au quotidien, parce qu'ils sont confrontés à la réalité, à des problématiques concrètes, avoir des super idées et des pépites. Alors pour revenir sur l'effectuation plus particulièrement, en fait l'effectuation c'est une approche qui est beaucoup portée en France par Philippe Silbertsan. On vous invite à découvrir ses travaux et ses ouvrages si ça vous intéresse, et qui en fait s'appuie sur finalement la démarche de bon sens que vont avoir les entrepreneurs lorsqu'ils créent une entreprise. Et on peut tout à fait imaginer de mettre en place de l'effectuation quand on décide de libérer des marges de manœuvre et de l'initiative, et de se lancer dans une logique d'innovation participative auprès de nos équipes en entreprise. L'idée, c'est encore une fois pas de se dire on ne va pas forcément lancer un énorme projet d'innovation participative à l'échelle de toute l'entreprise, mais on va le faire avec un cadre simple, un petit terrain de jeu. On peut commencer local, on peut commencer sur un service, une direction, un métier. Voilà, se donner quelques règles du jeu. On peut tenir compte de ce qu'on a à disposition. C'est quoi nos contraintes? C'est quoi nos moyens? On n'a pas besoin, encore une fois, d'aller débloquer des quantités de budget. Par contre, dans nos moyens, on a des choses extraordinaires. On a les cerveaux de nos collaborateurs, on a les cerveaux de nos managers. Et ça, c'est potentiellement, je dirais, une source d'innovation et de créativité. Encore une fois, l'innovation, elle se confronte au réel, en fait. C'est quand vous avez un problème, que vous bricolez, que vous allez chercher de l'aide, vous allez demander à quelqu'un de vous aider, que vous allez trouver des idées. Alors, donner le pouvoir d'agir, Fabienne, et après je vous ferai réagir tous les deux. Est-ce qu'il n'y a pas... comment vous challengez le dirigeant sur ah mais attends, tu me demandes de donner les clés du camion là, et premièrement, et comment vous challengez la DRH, les équipes RH, et quel rôle ils doivent jouer là-dedans? Alors challenger le dirigeant parce qu'il a peut-être peur de donner les clés du camion. Aujourd'hui, les dirigeants, ils sont confrontés exactement aux mêmes questions que nous en tant que citoyens. Comment on consomme autrement? Alors, comment l'entreprise va consommer autrement, mais moi, comment, citoyen, personnel, je vais consommer autrement? Comment est-ce que je peux m'assurer de mieux vivre ensemble en pensant à la personne handicapée qui est dans mon entreprise ou qui habite dans ma rue? Voilà, donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, les dirigeants, ils n'ont finalement
plus d'autre choix que de reconnaître que les questions qui sont posées à l'entreprise sont celles qui sont posées aux citoyens et qu'on est tous ensemble, entreprises et citoyens, l'entreprise n'est pas hors sol, quoi. tout petits face à cette immensité de transformation. On doit se transformer à titre individuel, l'entreprise doit se transformer à titre collectif, mais alors faisons-le ensemble. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un sujet qui évoque pas mal Charles-Henri Besser-Dehort, qui je crois sera là cet après-midi, qui évoque la vulnérabilité. En fait, oui, c'est sûr que donner les clés du camion pour un dirigeant, c'est devenir vulnérable. Mais il y a une façon de raconter la vulnérabilité. Et si être vulnérable, c'était, en fait, moi, je ne sais pas tout. Aujourd'hui, je ne sais pas tout régler en tant que dirigeant, parce que c'est complexe. Par contre, je crois et je pense qu'on peut être plus intelligent ensemble, on peut trouver des solutions ensemble, et donc je ne suis pas vulnérable, je serai fort avec vous. D'accord. Voilà, c'est ça la démarche, en fait, le switch qu'on propose aux dirigeants. Très bien. Et sur la posture, les nouvelles postures des RH? Alors oui, les postures des RH, elles sont... je vais peut-être pas être très gentille avec les RH, mais au sens où les fonctions RH, comme toutes les fonctions de l'entreprise, ont des obligations, ont des contraintes juridiques, ont des contraintes de delivery aussi, de recrutement qui sont telles qu'elles ont forcément tendance parfois à être un petit peu sur leur ligne d'eau. Voilà. Et l'expérience collaborateur, c'est quelque chose qui vient de la RH, qui est porté par les DRH dans les entreprises. Mais en fait, tout seul, vous êtes trop court. C'est-à-dire que... Vous êtes trop court. Trop court. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir désiloter, il faut pouvoir travailler ensemble. L'expérience collaborateur, c'est ce qu'on décrit aussi dans notre ouvrage, est un des éléments de l'expérience entreprise des collaborateurs. Et donc, il faut que la DRH travaille avec la direction de la transformation, avec la direction de l'innovation, avec la direction de la communication, pour que le projet... Et la direction informatique, parce que les irritants informatiques, on n'en a peut-être pas parlé, je ne sais pas, peut-être précédemment, mais il y en a énormément pour les collaborateurs. Donc, vous n'y arriverez pas tout seul, c'est pareil, vous y arriverez avec les autres aussi. Et c'est ce désilotage, en fait, qui nous paraît être... indispensable, et c'est pour ça que ça ne peut venir que du dirigeant, parce que le seul qui peut faire sauter les lignes d'eau à un moment, c'est forcément le dirigeant. Voilà, donc, désiloter les entreprises, libérer, c'est ce qu'on a aussi entendu tout à l'heure. Alors, vos réactions, Romain, Alexandra? Alors, je vais réagir par rapport à ce que vous avez dit et ce qu'on a évoqué avant. Donc déjà, nous, la spécificité de notre positionnement, c'est qu'on ne fait pas partie des ressources humaines. On fait partie d'un bloc innovation, et en fait, on est l'interface entre la direction générale et les sujets transversaux, dont on est en charge après d'aller chercher tous les interlocuteurs pertinents, et c'est souvent aussi la RH. Dans les fonctions qu'on porte, on a la communication, on est autonome sur nos fonctions de communication, sur les supports, sur la pédagogie, aller chercher les gens. Et le collaboratif, le participatif, c'est vraiment au cœur de l'ADN de ce qu'on veut véhiculer, de ce qu'on cherche à faire. Donc, vous l'avez dit, travailler pour les managers, c'est pas incantatoire, ça se décide pas tout seul sur un coin de table, il faut déjà connaître sa population. Donc nous, on a plusieurs offres, services. Donc, sur le côté procédural des choses, on a un audit interne qu'on opère une fois par an. Donc on fait des entretiens individuels avec un tiers de nos managers. Le dernier, ça a représenté 175 entretiens individuels, parce qu'on pense que pour avoir un échange sincère et montrer qu'on accorde de l'importance à leur point de vue, ça ne se passe pas derrière un écran, ça se passe en B2B, en personne. Et on a une partie de notre offre qui s'appelle le Salon des managers. Donc le Salon des managers, en fait, c'est la porte d'entrée, parce que comme toute grosse structure, on s'y perd un peu entre Michel qui s'occupe de ça, Gérard qui s'occupe de ça, et au final, on ne sait pas vraiment à qui on s'adresse. On a mis les moyens, mais ils ne sont pas clairs. Donc on a cette porte d'entrée où tout manager, il sait à qui peut s'adresser, il sait qui pourra répondre à son besoin, et surtout, on va sur le terrain. Parce qu'on est une entreprise multisite, on est une administration multisite, on a plus de 50 sites différents, on ne va pas être au fait des réalités du quotidien de tous nos agents qui travaillent sur le terrain en restant à notre siège. Donc, on va opérer régulièrement des tours. Et après, en fonction de ce qui nous remonte, charge à nous de faire le lien, cette articulation avec la direction générale pour faire émerger des initiatives, pour faire émerger des projets. Donc là, le dernier qu'on a fait en date, alors c'est pas une démarche originale pour autant,
Dans notre dernier audit, les managers ont beaucoup exprimé les incertitudes. Alors justement, oui, est-ce que vous avez constaté ce qu'on a entendu et ce qu'on vit tous, cette déshérence du désir managérial? Et si oui, quel correctif vous y apportez? Alors, nous, je dirais, il y a double casquette. Il y a encore des gens qui sont là, le management, c'est une évolution de carrière indispensable ou un titre indispensable à avoir. Après, il y a aussi, effectivement, tous ceux qui disent c'est beaucoup trop de problèmes pour peu. Alors, vous avez donné 400 € de plus par mois. Nous, c'est moins, parce qu'on est la fonction publique. Donc, Nous, c'est par an. Voilà, c'est pas de valorisation financière notable. Et effectivement, donc nous, ça a beaucoup été exacerbé pendant le Covid, le sentiment d'isolement. Le fait de je suis seul face à mon équipe, je suis seul face à mes problèmes. Il y a une fracture. Il y a une fracture qui est forte. Donc nous, il y a ce côté savoir-faire communauté, parce que ce qu'on dit aux managers, leur première ressource, c'est pas moi, c'est pas mon équipe, c'est pas notre direction, c'est leurs collègues, parce qu'ils ont déjà rencontré. Et après, nous, une des réponses qu'on a fait dernièrement, c'est lancer un référentiel managérial qu'on va présenter la semaine prochaine à nos 480 managers, comme pour apporter des éléments de repère. Mais le parti pris qu'on a fait, c'est de le co-construire de bout en bout. Donc on a structuré avec eux, on a fait des groupes de travail avec tous les managers, avec des agents aussi, parce que le management c'est bilatéral, et pour essayer de structurer. Donc on n'a pas fait une démarche exhaustive, on a fait une démarche assez modeste pour donner des points de repère, pour donner des niveaux d'exigence, parce que notre point de vigilance, c'est de surtout pas uniformiser le management ou de véhiculer cette idée. Il y a autant de styles de management que de managers. Bien sûr. Par contre, il y a des exigences communes de choses qu'on veut véhiculer. Alexandra, réaction. Il y a plein de réactions dans tous les sens. La première que je voudrais partager avec vous, c'est l'innovation, c'est pas forcément toujours de la rupture et de la nouveauté. Et c'est important de se le dire aussi. Innover, ça peut être amélioré et amélioré de manière continue. La deuxième réaction que ça me soulève sur le top management, je vous ai dit tout à l'heure 190 managers chez Cofidis France. Le top management, il n'est pas exclu de ces 190, il est bien dedans. Et donc, oui, ils ont des fonctions particulières, mais il n'y a pas de raison qu'ils soient traités autrement et qu'ils ne fassent pas partie de ce terreau managérial. Et puis après, on parlait de persona. C'est ma fibre marque employeur qui vibre. Je milite, moi, pour qu'on fasse des personas candidats aussi. Mais ce n'est pas le sujet. L'expérience collaborateur, quand on a essayé de poser une définition avec Caroline en préparant la table ronde, notre constat était de dire qu'on n'en avait pas. Parce qu'en fait, l'expérience collaborateur et manager, elle est deux choses. Elle est évolutive et elle est collaborative. Elle est évolutive parce que l'expérience qu'on vit à un temps donné, ce ne sera pas celle de demain, c'est pas celle d'hier. Bon, on parlait de confinement, etc. Et donc, elle est évolutive. Et puis, elle est contextuelle aussi. L'expérience qu'on vit tous les 5 là n'est pas celle que les gens en face de nous vivent. Et elle est co-construite parce qu'effectivement, l'expérience qu'on vit, elle est forcément aussi par rapport à son propre manager, par rapport à ses collègues, par rapport à ses collaborateurs. Et donc, c'est comme ça que nous, on définit l'expérience collaborateur. Alors, il faut quand même avancer, commencer à agir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une expérience personnelle, déjà, du manager, sur la base de lui, son parcours, ses envies. On les écoute, un peu en UX design. C'est quoi ton besoin? C'est quoi, notamment, ton besoin de formation? Donc, suivant son niveau de maturité en termes de management, il n'a pas non plus accès au même parcours de formation. C'est des formations aussi au codev, c'est des formations aussi à la facilitation, mais parce que pour résoudre une problématique, faire appel à une communauté de facilitateurs, c'est parfois la clé qui fait qu'on sort du quotidien et on regarde par un autre prisme. Voilà. Et puis c'est une expérience collective. C'est une expérience collective parce que au-delà de la communication, alors les séminaires pour créer l'ambiance, pour créer un collectif et répondre finalement au sentiment d'appartenance, qui est quand même important pour tout le monde. Chez nous, on dit souvent qu'être manager, c'est rendre possible, mais avec du courage. La notion de courage, elle est quand même importante. Parce que c'est le courage de décider, c'est le courage de savoir dire non, c'est le courage de dire à son collaborateur ou à son collègue d'assumer, de faire autrement. Donc cette notion de courage, elle est inhérente au métier de manager chez Cofidis France. D'accord. Et du coup, apprendre à donner et à recevoir du feedback, c'était pour nous une des pierres angulaires. Et donc c'est un dispositif, une formation, une sensibilisation qu'on a mis en place depuis quelques années, où managers comme collaborateurs sont formés. Alors c'est une transformation, c'est pas encore inné,
Ça s'accompagne encore beaucoup. Mais voilà, le feedback, ça nous a paru une des clés voilà, pour donner et recevoir et ensemble, du coup, construire des next steps qui sont finalement acceptables par tout le monde. Il faut chouchouter ses managers. Alors, votre fameux manifeste pour un management presque parfait. On va découvrir un film, c'est presque un tuto d'ailleurs son film. Prenez-en de la graine, ça peut se dupliquer. Alors, je ne sais pas si vous le mettez avec le son, si vous voulez que je vous le commente. Non, on va le mettre parce qu'il est sympa. Là. Allez, il y a de la belle parti. parole, ça dure 3 minutes 42. Allez-y. Je suis manager chez Cofidis. On dit parfois leader, coach ou entraîneur, peu importe le mot. Oui, peu importe le mot. Je me méfie des effets de mode. Ce que je sais, c'est que c'est un vrai métier. Passionnant, exigeant, pas facile tous les jours. Je n'ai pas de recette. Et si jamais quelqu'un en a une, qu'il se lève. Je me trompe parfois, mais j'essaye de mettre en pratique au quotidien quelques convictions. D'abord, j'aime ce métier de manager. Parce que j'aime les autres. J'aime les relations vraies, simples, authentiques. Je fais tout pour que chacun puisse être lui-même, en commençant par moi. C'est pas parce qu'on franchit les portes de l'entreprise qu'il faut laisser son cœur et son cerveau au vestiaire. Je fais confiance a priori. Parce que c'est la base de tout. Je me sens créateur de confiance, même si parfois c'est flippant. Mon métier, c'est de rendre possible. Pour cela, je partage les règles du jeu et le cadre avec mes équipes pour que chacun soit libre d'agir. En fait, je crée des espaces de liberté. Je suis garante du pourquoi. Pour le comment, je laisse faire. Je dois lâcher prise. Encore du boulot là-dessus. J'écoute beaucoup. Les horaires, le flux, et les prestataires. Envoyer un mail, tout ça. C'est comme ça que j'apprends le plus. Le manager qui sait tout. C'est fini. Ok, d'accord. Je stimule l'audace. En donnant le droit à l'essai et donc à l'erreur. Et là, ça marche. Génial. Si on ne se trompe jamais, on n'invente jamais non plus. Je suis convaincu que c'est l'exigence qui fait grandir. Que de l'exigence naît le plaisir. Et que le plaisir est le premier moteur de la performance. Ça envoie, non? Je crois qu'un collaborateur heureux Fait un client heureux. Et qu'un client heureux fait un actionnaire heureux. Et oui, dans ce sens-là. Je crois que la victoire d'équipe est la plus belle. Et que l'intelligence collective est le meilleur médicament pour résoudre les irritants du quotidien. Cassons les silos. Ensemble, on va plus loin et plus vite. Je crois qu'il faut savoir décider. Et savoir dire non, et que le courage fait partie du job. Responsable, j'aime bien ce mot. Et dans tout ça, je fais attention à moi. Je me préserve, je priorise, je n'hésite pas à demander des coups de main. C'est pas grave de reconnaître ses fragilités. Et puis, prenons notre destin entre nos mains. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. C'est pas de moi, c'est de Gandhi. Voilà, c'est un défi quotidien. De faire vivre ses convictions. Je ne réussis pas tous les jours. Mais après tout, Il n'y a pas besoin d'être parfait. Pour commencer à faire quelque chose de bien. Vous retrouvez la petite touche d'humour normalement de chez Cofidis qui nous va bien. Voilà, merci. C'est l'anti-Bill Murray, ça qu'on a vu tout à l'heure. Vous éclatez chez Cofidis, hein? Ouais, on s'amuse bien. Ouais. Alors, il y a un vrai boulot derrière, je pense que vous l'avez tous perçu. Et vous avez retrouvé surtout des postures, on parlait de référentiel de compétences, mais au-delà de ça, c'est vraiment un terreau commun. Le savoir dire non, la symétrie des attentions. Alors, les symétries des attentions. Ouais. Je rapporte ça avec moi. Ouais. Je vais leur dire qu'on change et qu'on va parler d'asymétrie des attentions. Mais surtout et avant tout,
Manager chez Cofidis, c'est un vrai métier. C'est pas juste quelqu'un à qui on demande de faire de l'administratif en plus. C'est son métier. Il est là d'abord pour manager son équipe et après, effectivement, pour valoriser son expertise. Et ma compétence, du coup. Oui. Et alors, du coup, est-ce que vous avez des indicateurs de l'impact de cette démarche managériale sur l'expérience collaborateur? Est-ce que les gens restent mieux, expriment une meilleure joie de vivre au métier? Enfin, c'est quoi vos repères? Alors, le turnover chez Cofidis France n'a pas bougé. Il y a la déclinaison manifeste collaborateur. Ce n'était pas le propos aujourd'hui, mais on a fait faire l'exercice à nos collaborateurs aussi de définir leur terrain de jeu. Et donc, ça se répond. C'est assez drôle d'ailleurs de voir comment la mécanique se répond. Il y a 86%, le dernier Culture Audit, enfin le dernier Trust Index de Great Place to Work, pardon, 86% de recommandations chez Cofidis France, et les gens restent. Il y a 11 ans d'ancienneté moyenne chez nous. Alors effectivement, il y a des métiers sur lesquels le turnover est un petit peu plus sensible, notamment sur nos populations de conseillers commerciaux, parce que effectivement, au bout de 2 ans, ils nous disent rapidement « j'ai envie d'évoluer ». Et évoluer chez eux, ça veut dire devenir manager. Alors que chez nous, il y a plein de possibilités d'évoluer, la mobilité interne est une réalité, etc. Bref. Mais l'envie d'être manager, elle passe quand même par cette espèce de statut encore. Voilà. Donc c'est à nous encore d'accompagner, de montrer qu'évoluer, c'est pas forcément par un statut, d'autant plus parce que c'est un vrai métier. Très, très vite, votre métier principal, c'est le crédit à la consommation. Pouvoir d'achat, inflation, des clients qui surendettement, des clients qui n'en peuvent plus. Est-ce que ça contrarie à l'interne, symétrie des attentions, est-ce que ça contrarie à l'interne vos démarches d'expérience collaborateur? Non, parce que côté entreprise comme côté client, quand vous franchissez les portes de chez Cofidis, il y a une fidélité assez dingue. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés avant d'arriver chez nous. Il y a beaucoup de préjugés sur notre secteur de crédit à la conso. Mais on a une éthique, une manière, une excellence relationnelle qui fait qu'on accompagne nos clients. Et si vous interrogez nos collaborateurs, et moi ça fait 6 ans que je le fais, notamment au travers de témoignages métiers, la première chose qu'ils vous disent tout de suite, c'est « mais mon métier, il est utile ». Il est utile, que ce soit sur du crédit à la conso ou sur des populations plus fragiles, plus sensibles, où on accompagne, on donne des conseils. Et si le conseil n'est pas chez nous, il n'y a pas de problème à aller dire, en fait, allez-y, on vous oriente vers le bon interlocuteur. L'utilité, c'est un mot-clé qu'on a entendu des présentations de Corinne, de Patrick, de tout le monde tout à l'heure. Bonne transition, parce que le film que vous nous avez apporté, que j'adore aussi, c'est un outil de communication, et lui, il a sa com intégrée, plaide l'utilité des métiers au sein de la métropole européenne de Lille. On le regarde et vous nous expliquez ce que vous en faites ensuite. L'eau est présente à chaque instant de notre quotidien. Dans chaque verre que nous buvons, chaque douche que nous prenons. Pour nos cultures, nos jardins, la MEL agit. Ma mission, c'est de préserver la nature et les habitants, en luttant contre la pollution et les inondations. En tant qu'électromécanicien, chaque jour est différent. J'ai toujours été passionné de nouvelles technologies, par le fait de résoudre des problèmes. C'est vraiment pour ça que j'ai choisi ce métier. Il faut à la fois avoir les compétences en électricité, en hydraulique, c'est très complet. Ici, je peux travailler sur des sites techniques, dans lesquels il y a toujours des choses à faire. Maintenance, intervention sur le terrain, entretien des pompes hydrauliques. Travailler dehors, être toujours dans l'action, c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Et surtout, travailler en équipe, savoir qu'on peut avoir confiance les uns envers les autres. Être réactif et disponible pour intervenir aux 4 coins du territoire, pour avoir un réel impact sur la vie des gens. C'est ça mon métier. J'ai donné du sens à mes compétences. Voilà, laissez mon micro ouvert. Steve va bien?
Oui, il est toujours chez nous et content de l'être, a priori. Oui. Il espère avoir d'autres collègues prochainement, parce que, comme beaucoup d'entreprises, d'administration, on a des enjeux de recrutement, et d'autant plus que nous avons, on l'a mis à la fin de la vidéo, on a plus de 140 métiers différents à la métropole, donc des métiers méconnus. Donc je ne sais pas qui dans la salle connaissait le métier d'électromécanicien. Voilà, il y en a quelques-uns quand même. Moi, j'imaginais pas qu'il existait chez vous. Voilà. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une grande diversité de métiers, on a des compétences mal identifiées, parce que le statut de métropole, donc nous, on est une métropole dissociée de la ville, comme vous, à la différence, par exemple, de ce qui se passe à Toulouse, etc. Donc, on a des compétences peut-être plus indirectes, moins compréhensibles pour les usagers, pour nos candidats potentiels. Et surtout, alors déjà, ce que je veux dire, c'est que ce film, comme tout ce qu'on produit, il est fait 100% interne. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun prestataire, c'est des agents qui font ça, les agents de notre direction. Et c'est un exemple aussi de ce qu'on veut véhiculer, où nous, on est convaincus que le meilleur ambassadeur de nos métiers, de la métropole, c'est les agents, c'est les managers. Donc c'est pas à nous de mettre des mots dans leur bouche, c'est notre responsabilité, c'est d'aller les voir, c'est de les impliquer. Donc ce film, il a été fait avec les équipes. On a essayé d'identifier avec eux quels étaient les messages clés, qu'est-ce qu'ils voulaient mettre en avant, de quoi ils étaient fiers. Parce que voilà, nous, il est très important pour nous d'avoir des ambassadeurs internes. Patrick nous a proposé la méthode du pacte. P comme pédagogie, A comme authenticité, C comme culture, T comme travail et E comme équilibre. C'est quoi le mot-clé là, pour vous dans vos réalités que vous mettez sur la première marche du podium? Alors faire le classement spontanément, ça va être difficile parce que je pense qu'ils sont tous très importants. Mais ils sont liés. La question, c'est l'ordre dans lequel on les prend aussi. Ouais. Si je peux faire très rapidement, peut-être balayer les 5. Très si vous le faites en 30 secondes, oui, parce qu'il nous reste très exactement 6 minutes et je voudrais conclure avec ces dames. Donc effectivement, la pédagogie, c'est pas uniquement descendant, c'est en allant voir les gens, leur laissant le temps de s'approprier, de comprendre en les impliquant. Alors je me souviens plus de la lettre, mais en tout cas la transparence, je pense que c'est extrêmement important aussi, c'est-à-dire ne pas vendre de fausses promesses. Voilà, nous par exemple, on a une administration, on a nos statuts, on a nos strates hiérarchiques, on imagine tout ce qu'il est possible de faire pour le simplifier, pour les dépasser, mais elles existent. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, la fonction publique n'est pas toujours la meilleure carrière. On est aussi là pour rappeler l'impact. Il le dit avec le sourire en plus. Bah oui, nous on est aussi là pour rappeler, et c'est ce qu'on voulait montrer dans le film, c'est qu'on a un impact sur le territoire, on a un impact sur la vie des gens. Donc les autres là. Alors je les ai plus dans l'ordre. Authenticité, culture, travail, équilibre. Voilà, alors la culture, c'est ce qui fait le sens commun. Donc la communauté des managers, on a des valeurs partagées, dont une que vous avez évoquée, on a confiance, courage, exemplarité, respect, responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement au quotidien? Ça, on le travaille aussi avec eux. Après, j'ai oublié. Le T... Le travail. Le travail, je dirais, c'est notre parti pris sur ce qu'on intervient. C'est-à-dire que, effectivement, c'est important la communication, c'est important les formations, c'est important, etc. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, ils ont besoin qu'on les accompagne à se jeter à l'eau, à se lancer. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans mon équipe. C'est-à-dire que nous, on n'est pas des sachants, on les forme à rien. C'est eux qui savent. Nous, on est là pour leur mettre la petite tape dans le dos, les bouées pour sauter et qu'ils nagent par eux-mêmes. Et je dirais, à penser ça, le travail, leur quotidien, le quotidien de chacun, c'est les 7h, 8h, 9h qui passent par jour. Donc si on ne les accompagne pas sur l'essentiel de leur journée, on passe à côté des enjeux, je pense. On travaille 9 heures par jour à la métropole européenne. Oui. Pas tout le monde, mais certains. Le plus beau mot pour moi, c'est équilibre. Patrick nous disait tout à l'heure, retrouver le sens des équilibres. Et les équilibres, ils sont multiples. Donc nous, déjà, on est très vigilants aux équilibres vie pro, vie personnelle. Donc on a essayé d'être assez créatif et on a impliqué les agents dans les modalités d'organisation de temps de travail. Sur les notions d'égalité, de diversité, évidemment, je ne vais pas faire tout le tour. Et l'équilibre dans le rôle de chacun. C'est-à-dire que nous, sur le management, on ne veut pas véhiculer un management dans un seul sens. D'accord. Le manager, il est responsable d'impliquer son équipe, de faire avec elle, parce que tout seul, il ne fera rien. Alexandra, en complément, et ensuite on conclut avec vous.
J'étais très en face sur le mot équilibre. Moi. Ouais. Les équilibres. Les équilibres, mais parce que toutes nos organisations publiques ou privées sont un savant jeu d'équilibre et qu'on peut voir ô combien les impacts dès qu'il y a un déséquilibre. Donc j'avoue que moi je conclurai là-dessus. Ouais. Merci beaucoup. Alors, en 3 minutes, mesdames, qu'est-ce qu'on retient des bonnes pratiques pour engager son management dans l'expérience collaborateur? C'est la clé qui nous occupe aujourd'hui pour recruter, fidéliser et entraîner. Qui commence? Gaëlle? En fait, je voulais réagir sur les 2 films que je trouve extrêmement réussis. Et du coup, essayer de répondre à votre question au passage. Dans le premier film d'Alexandra et de Cofidis, il y a plusieurs choses que j'ai absolument adorées. Et notamment, il y a un point qui fait écho aussi avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la dimension, justement, libérer les initiatives, etc. C'est le droit à l'essai. Arrêtons de parler de droit à l'erreur qui est hyper culpabilisant parce qu'on a l'impression qu'on va se faire taper sur les doigts, etc. Ça rejoint aussi la notion de zone de risque qui a été évoquée tout à l'heure par Patrick Sauret. Et donc voilà, accordons-nous ce droit à l'essai. Encore une fois, c'est à petits pas, mais c'est comme ça qu'on peut aussi franchir des marches, gagner des petites victoires. C'est comme ça qu'on fait bouger des lignes aussi, à son échelle, en tant que manager, avec son équipe, avec les gens qui ont envie, encore une fois, envie de faire. Et on le voit, l'amour du beau travail, du bel ouvrage. Tout à l'heure, Patrick en parlait au travers des personnages fictifs qu'il nous a présentés. Et on l'a retrouvé aussi dans le film de l'électromécanicien Steve. Et voilà. Et moi, je pense que finalement, avec ça, on a un pouvoir assez extraordinaire dans les mains. Donc, si on essayait. Merci pour cette proposition, Fabienne. Moi, je voudrais juste terminer sur le sentiment d'impuissance qui a été évoqué par Patrick tout à l'heure aussi, qui était qu'aujourd'hui, finalement, la responsabilité des entreprises, elle est sur la nécessité de réduire ce sentiment d'impuissance. Les pouvoirs publics le font au niveau de la société, ils cherchent des voies, ils cherchent des conventions citoyennes, d'autres façons de permettre de s'exprimer et de faire les citoyens, parce qu'il y a une envie d'agir en fait aujourd'hui qui est là, parce qu'on ne peut pas rester les bras croisés face à tout ce qu'on a en face de nous à traiter et à transformer. Donc les pouvoirs publics le font, cherchent des voies, et en fait les dirigeants et les entreprises, ils ont cette capacité-là de prendre l'entreprise comme ce qu'un dirigeant nomme un îlot de confiance, parce que finalement, une entreprise, une organisation, c'est un îlot de confiance. C'est un endroit où on peut établir des règles du jeu et où on peut permettre à des collaborateurs d'agir, d'être utiles à la transformation d'entreprise et par là même de réduire le sentiment d'impuissance. D'accord. Et moi, je pense qu'il y a un rôle politique, en fait. Il y a une responsabilité politique de l'entreprise. C'est éminemment politique. Quoi. Mais oui, ça l'est, parce que réduire le sentiment d'impuissance, ça veut dire commencer par repousser toute cette envie d'aller vers les extrêmes. Et de dire que c'est de leur faute, les dirigeants, ils n'y comprennent rien, nous, les pauvres salariés, voilà. Non, à l'intérieur de l'entreprise, il y a cette possibilité de donner le pouvoir d'agir aux collaborateurs. Et c'est effectivement, comme vous le faites aussi au travers du rôle des managers, c'est important de le faire là, maintenant, en sortant de la salle, si vous n'avez pas commencé. On va manger avant. On va manger avant, d'accord. Très, très, très beau sujet citoyen. Merci beaucoup.